Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui se tient au lendemain de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a tenu hier à la Cité de l'Union africaine. Vous avez tous suivi les détails du communiqué qui a été rendu public juste après. Et ce soir, donc, dans le cadre de cet exercice de redevabilité, nous voulons revenir sur les principaux axes, principalement militaires, qui ont été abordés au cours de ces briefings. Évidemment, il y a des aspects diplomatiques, parce que vous l'avez suivi sûrement depuis hier soir, que les Nations Unies avaient sorti un nouveau rapport du groupe d'experts qui démontre clairement l'engagement de l'armée rwandaise avec des terroristes du M23 dans un processus non seulement de pillage, mais d'occupation systématique des pans entiers du territoire national. C'est pourquoi ils rencontrent la réplique de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été aussi question de parler de la couverture médiatique de ces conflits. Nous avons eu l'occasion de discuter ce matin avec des journalistes à la fois des médias internationaux accrédités en RDC, mais aussi des journalistes nationaux pour nous assurer que le front médiatique est aussi bien au point et que ce n'est pas par nos médias ou des médias qui opèrent en République démocratique du Congo que passera la campagne rwandaise et la manipulation bien orchestrée. Madame la ministre d'État, bonsoir. Heureux dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Nous étions ici déjà le 15 décembre dernier pour parler du processus de Luanda. Nous aurons l'occasion de revenir sommairement là-dessus, mais aussi vous aurez l'occasion, comme dit tout à l'heure, de parler du dernier rapport du Conseil des groupes d'experts du Conseil de sécurité. Monsieur le général, mon général, bonsoir. Le porte-parole de l'armée, devrais-je dire. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de ces briefings. Il y a évidemment beaucoup de questions qui concernent l'armée, les opérations en cours. La Grande Muette sera bien obligée de dire quelques mots ce soir pour permettre aux Congolais qui nous suivent de savoir où est-ce que nous en sommes sur les différents fronts et les progrès que nous connaissons. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai reçu quelques questions sur les vociférations du président rwandais en cours. Visiblement, il me semble qu'il a perdu la boussole sur toutes les questions, surtout celles qui concernent la République démocratique du Congo, parce qu'il y a une volonté qui est maintenant clairement affichée de montrer qu'on a des velléités expansionnistes en lisant mal l'histoire de la colonisation et en pensant l'interpréter sur le prisme du pillage systématique de la RDC. Nous aurons le temps de dire quelques mots à propos. Mon général, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation générale sur le front ce soir? D'abord, merde à tous les journalistes présents et à ceux qui ne sont pas là. De manière ramassée, je dirais que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité de Massissi hier, tandis que les terroristes continuent. Toutefois, comme je l'ai dit, les combats continuent et les forces loyalistes sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à fuir sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui et avec l'intervention
tous les moyens qu'on a, les moyens aériens, les moyens terrestres, l'artillerie, nous ont perdu du terrain. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. De toutes les façons, nous rassurons. Les images sont un peu choquantes, on va demander d'écouter. Ceux qui nous suivent à la maison, ils pourront regarder les images ce sont les matériels, les roquettes, les bombes qu'on a récupérées. Puis d'autres images sont choquantes, on ne saurait pas, si on ne les a pas floutées, on ne pourra pas les diffuser. Je disais que de toutes les façons, nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Elle a trop duré 30 ans, c'est beaucoup et ça suffit. Notre souci et notre détermination sont de récupérer l'ensemble du territoire sous occupation des terroristes d'IM23 et surtout de leur mettre à penser, de libérer nos populations meurtries et de chasser de notre territoire les terroristes de l'armée rwandaise qui violent nos mères et nos sœurs, qui tuent et massacrent nos populations et qui volent et pillent nos ressources. Cette détermination ne fléchira jamais et avec l'ensemble de la population et de vous, les hommes et les femmes des médias, nous allons gagner cette guerre puisque, comme le ministre ne cesse de le dire, cette patrie nous appartient, ce pays nous appartient et nous n'allons pas céder face à cette agression. Voilà, messieurs, le porte-parole de l'armée dans mon général, qui vient donc avec un nouvel esprit, et vous avez déjà ressenti les premières conséquences sur le terrain. Et pour nous, comme gouvernement, y compris pour l'armée, la détermination, c'est de vaincre l'ennemi sur tous les fronts et de récupérer chaque portion du territoire national qui est occupé. On pourra avoir l'occasion de revenir sur les détails lorsque nous répondrons à vos questions. Madame la ministre d'État, évidemment, vous secondez le président de la République dans le front diplomatique. Et du point de vue du front diplomatique, bien avant d'ailleurs que vous puissiez dire quelques mots sur les rapports du Conseil de sécurité, mais nous avons noté l'isolement continu du Rwanda. Jusqu'à tout à l'heure, nous avons vu encore une déclaration de leur allié plus ou moins fidèle, la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur toutes les déclarations que vous avez pu enregistrer des condamnations des aventures rwandaises dans l'Est de la RDC? Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et je saisis aussi l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux à tous les collègues de la presse. En effet, je pense qu'on peut même retracer cela au mois de décembre, après le rendez-vous manqué, ou plutôt boycotté par le Rwanda du 15 décembre. Nous avons vu qu'il y a eu une succession de communications claires sur aussi la déception de plusieurs partenaires par rapport à la posture du Rwanda. À commencer par le 20 décembre, quand le nouveau mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Il était très important de voir que dans le cadre de cette réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Royaume-Uni, se sont prononcés contre l'ingérence du Rwanda, contre la présence des troupes du Rwanda, et l'ont fustigé de manière très publique à travers des explications de leur vote sur la résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO. Il est important de noter aussi que depuis 3 ans de guerre, c'est la première fois que le Royaume-Uni a explicitement nommé le Rwanda dans le cadre du conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il faut sous-estimer ou diminuer l'importance de ce signal fort politique et diplomatique à l'encontre d'un ancien ou d'un allié ou partenaire privilégié du Royaume-Uni, le Rwanda. Et comme vous l'avez évoqué, chers collègues, en effet, depuis le 5 janvier et surtout depuis la recrudescence de violences dans le territoire de Massissi et les violations continues du cessez-le-feu, nous avons aussi vu
un bon nombre de déclarations, à commencer par les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Union européenne, la France, le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, la MONUSCO, et, comme vous l'avez évoqué, aujourd'hui aussi le Royaume-Uni. Je pense que tout cela montre à quel point le Rwanda s'est isolé lui-même. L'Angola, merci. L'Angola. Angola aussi en particulier, très important parce que c'est le facilitateur du processus même de Luanda. Et c'est la première fois que l'Angola s'est prononcé sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc on voit aussi que ce pays est sorti d'un silence qu'il s'était imposé aussi dans le cadre de son rôle de facilitateur. Et je pense que cela signifie aussi, ou symbolise aussi, qu'il y a une préoccupation grandissante par rapport à la posture du Rwanda qui s'est retiré du processus de Luanda et qui a, à travers ses choix et surtout à travers le choix des armes, montré qu'il n'était pas intéressé à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et donc en effet, nous voyons une succession de déclarations qui condamnent la recrudescence de violence et qui condamnent aussi le Rwanda pour sa présence et son activisme dans le territoire, sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Je sais que pour certains, ce ne sont que des déclarations, mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que ce sont des symboles très importants dans le cadre diplomatique et que nous avons maintenant plus en plus de voix qui sont en train de s'élever et surtout qui sont en train de se désolidariser du Rwanda, qui est un pays maintenant isolé et qui doit assumer le prix politique de ses choix, à savoir le choix de ne pas venir au sommet de Luanda le 15 décembre et de ne pas participer à la recherche constructive d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et maintenant, nous faisons face à un monde qui est confronté au vrai visage du Rwanda et nous saluons le fait que ce monde et que ces partenaires que nous avons soient de plus en plus explicites et vocaux dans leur désapprobation de cette posture. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre d'État. Il y a un autre... Au nom de mes collègues journalistes, pour parler de vœux que vous avez formulés chacun tout à l'heure. Nous avons ici en face de nous Madame la Ministre qui est sur le front diplomatique, vous-même sur le front communicationnel, et puis moi général sur l'armée. Alors, aujourd'hui, les groupes d'experts des Nations Unies venaient de publier un rapport qui met en relief l'ingérence continue, mais aussi systématique, des affaires intérieures qui concernent la République démocratique du Congo. Alors, qu'en pense Kinshasa et comment renverser cette tendance pour que nous puissions quand même infliger une punition à ces groupes de terroristes rwandais. Alors, je suis heureux de vous entendre évoquer la panoplie des pays qui ont élevé leur voix, notamment aujourd'hui la Grande-Bretagne, pour condamner ce qui est fait chez nous par le terroriste rwandais. Mais pourquoi est-ce que les sanctions n'arrivent-elles pas pour finalement mettre à genoux ces sanguinaires, ces terroristes qui tuent, qui violent impunément? Et puis, je comprends, là je parle en tant que Congolais, non pas pour parler du journaliste que je suis, ou que je voudrais être. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Patrick Katemba, finalement, il nous faut nous tous nous lancer, pour nous mettre à l'eau, pour batailler dur et défendre notre patrie, la mère patrie qui est aujourd'hui attaquée. S'il vous faut vous adresser aux Congolaises et Congolais qui nous suivent, comment est-ce que nous devrions nous comporter, notamment pour la communication? Parce que je me souviens de la phrase de Colette Bachmann, qui est une Belge, elle dit, je cite, « Le Congo n'a d'amis que le Congo lui-même ». Voilà. Merci pour vos questions. On va commencer par la ministre d'État, et puis je pourrai réagir juste après. Merci beaucoup pour la question. En effet, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sanctions? Nous nous posons cette question et nous n'allons pas arrêter de poser cette question. Je veux contextualiser les choses. Encore une fois, il s'agit dans le cadre diplomatique de relations entre États. Ces relations entre États, elles sont régies par le droit international. Nous avons tous adhéré à une série de conventions. Nous sommes tous États membres des Nations Unies. Et donc, notre plaidoyer et notre travail que nous menons et que nous allons toujours continuer à mener, c'est de montrer à quel point il y a une divergence entre le comportement du Rwanda et ses engagements internationaux. Encore une fois, en tant qu'État membre des Nations Unies, le Rwanda n'a pas le droit de violer notre intégrité territoriale. En tant qu'État membre des Nations Unies, en tant que signataire des conventions de Genève, il n'a pas le droit de bombarder des écoles, des camps de déplacés. Et nous n'allons pas arrêter de le rappeler. Mais le droit aussi doit être imposé ou observé par les pays partenaires.
C'est pour cela que nous menons un plaidoyer d'arrache-pied envers tous les partenaires et en particulier... C'est reconnaître implicitement qu'on les faisait. On les faisait auprès de qui? Et pour ça, nous allons obtenir des clarifications. Il y aura le procès d'Arusha qui va arriver bientôt, mais pour ce qui concerne spécifiquement le front médiatique dont on parle, il faut savoir que, je rappelle encore ce que nous disons souvent, la guerre ici, c'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, où qu'il se trouve sur les territoires nationaux. Parce qu'elle dure depuis 30 ans. Le président Tshisekedi a hérité de cette guerre. Et avec le président Tshisekedi, nous avons maintenant l'avantage d'avoir une stratégie claire que nous vous détaillons tous les jours pour que cette fois-ci, ça se termine une fois pour toutes, pour éviter des recyclages. Mais c'est en cela que Madame la ministre d'État et tous les négociateurs congolais sont fermes sur la question de la négociation avec les M23 parce qu'il est hors des questions que nous puissions ouvrir une quelconque forme de brèche pour recycler les problèmes de brassage et mixage finalement. C'est ce qui nous a permis de garder pour toujours, jusqu'à présent en tout cas, de traîtres au sein de notre armée. Et si on parle de mort, des peines de mort, c'est justement pour réprimer des comportements comme ceux-là. Mais alors, vous les professionnels des médias, alors ce matin nous disions, avant d'être journaliste, vous êtes des compatriotes. Vous ne pouvez pas imaginer le coup qu'on n'a pas fait hier, qui justifie les prouesses. Non, les prouesses sont là depuis toujours. Parce que c'est depuis 30 ans que nous sommes en guerre. Une guerre qui n'est pas déclarée. Ben, c'est cette armée qui fait en sorte que le Congo puisse rester ce qu'il est aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire qu'hier on a failli quelque part. Non. En guerre, comme je l'ai dit aux journalistes lors de la réunion, la guerre évolue toujours en dents de scie. On peut perdre une bataille, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la victoire finale, elle sera congolaise. Et cette armée, c'est une armée qui est déterminée à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, à défendre nos frontières et à protéger les personnes, les habitants du Congo, donc le peuple congolais et tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Et cette armée travaille jusqu'au sacrifice suprême. Et quand vous regardez ce processus au Rwanda qu'au Congo, il y a beaucoup de morts des militaires rwandais que des militaires congolais. On ne vous a pas montré les images, parce qu'il y a des images horribles, mais il y a dans les images que je vais essayer de monter et on va travailler avec le ministre pour essayer de les mettre à votre disposition. Au Rwanda, on ne montre pas les morts, on ne fait pas les deuils. Et nous avons des gens qui sont au Rwanda qui nous envoient les images des cercueils, des colonnes de cercueils, de morts qui sont enterrés au Rwanda. Même si là-bas, il n'y a pas, on ne peut pas se permettre de diffuser ces images-là. Vous regardez les images qui sont là, ce sont des cercueils. Mais chez nous, vous ne trouverez pas ça. C'est pour vous dire que l'armée congolaise, c'est une armée forte, qui travaille dans son pays, mais qui a plusieurs problèmes. Les problèmes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs menaces. Il n'y a pas que cette menace principale rwandaise, il y a aussi les ADF, il y a presque dans la partie orientale de notre pays des menaces multiples, des Ouélés. Matin que j'ai décidé, après évidemment discussion et analyse avec mon équipe, de retirer les accréditations accordées aux journalistes d'Al Jazeera. Parce que c'est tout simple. Comment voulez-vous comprendre qu'un média comme celui-là, qui a des journalistes régulièrement accrédités en République démocratique du Congo, puisse utiliser une chercheuse, une militante notoirement connue comme pro-rwandaise, qui n'est pas dans la liste de journalistes accrédités, qui va interroger le chef d'un mouvement terroriste sans avoir ni accréditation ni visa. N'est-ce pas méprisant? D'abord pour ces journalistes-là. Alors, à quoi ça sert à cette chaîne d'avoir des journalistes accrédités localement lorsqu'il faut faire une interview
recourir à une chercheuse qui est militante. C'est une porte d'entrée de la manipulation et de l'intrusion. Nous leur avons écrit et nous attendrons, parce que sûrement à un moment ou à un autre, ils réagiront. Et en ce moment-là, nous discuterons, parce que ça, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, justement. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, de donner la parole à des terroristes, c'est ce qui, pour nous, est assimilable à l'apologie du terrorisme, et c'est totalement inacceptable. Nous avons eu des discussions ce matin avec les correspondants de la presse internationale ici. Beaucoup ne les savent peut-être pas, j'aurais voulu que quelqu'un des RFI les dise ici. RFI ne donne pas la parole aux terroristes. Et d'ailleurs, dans cette guerre, je pense que nous devons proposer une forme de lexique. Madame Paulina Zidi, je la vois dans la salle, peut-être elle-même pourra le dire. Nous considérons que c'est un bon pas, mais qu'il y a des choses qu'il faut faire davantage dans la couverture, dans un contexte où, chez nous, il y a la pluralité des médias. Et nous nous assurons que les médias puissent opérer librement. La preuve, nous sommes dans un exercice en direct avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le porte-parole de l'armée. Donc nous sommes disposés à vous donner des éléments d'éclairage. Pour la protection de notre opinion, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté, parce que de l'autre côté, ça n'existe pas. C'est l'omerta générale où la liberté d'expression n'existe même pas d'un iota. Et donc, si nous avons pris la décision sur Al Jazeera, c'est parce que nous avons des faits corroborés qui sont justifiés. Et personne ne va nous le reprocher. Mais pour ce qui concerne les autres médias de la presse étrangère, nous avons aussi discuté par rapport à la spécificité, à la délicatesse du sujet. Le Congo, la RDC représente 60% du bassin d'audience de RFI, France 24 ou TV5. Et 60%, c'est énorme lorsque vous êtes un média. Et les Congolais, dans leur grande majorité, si pas tous les Congolais, ne veulent pas du Rwandais, du militaire rwandais, des agissements du président rwandais sur notre territoire. Et cela doit être en mesure de ressortir et sans entacher à rien les professionnalismes de ces médias. Nous sommes dans un contexte de crise et tout le monde devrait le comprendre parce qu'on peut même envisager des mesures plus radicales. Alors, sur la question, je pense qu'il faut, vous connaissez le ministre de la Justice dans son style et dans sa fermeté. Je pense qu'ici, ce qu'il faut considérer, au-delà des commentaires que les uns et les autres peuvent s'autoriser, c'est une interpellation. C'est une interpellation qui ne concerne pas que le professionnel des médias, c'est une interpellation qui concerne à la fois les militaires et d'autres personnes qui sont sujets ou qui peuvent être utilisés comme de canaux pour passer des messages de l'ennemi. Nous avons l'obligation, nous, de protéger notre opinion sur ce qui peut la détruire, surtout par rapport à cette guerre qui nous endeuille, qui a fait des millions de déplacés. Nous devons en finir. Et donc, considérez que vous êtes plutôt interpellé dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, et ce n'est que de cette manière que nous allons nous assurer que nous, comme Front médiatique, nous apportons notre contribution aux efforts diplomatiques qui sont faits et aux efforts militaires qui sont faits pour régler le problème de la sécurité dans l'Est. Madame... Espoir. Je voudrais souligner une chose. Le processus de Luanda est un processus diplomatique et qui a pour objectif de faciliter la fin des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Malgré le fait que le président Kagame a choisi de ne pas se rendre à Luanda le 15 décembre et d'honorer l'invitation de son homologue angolais, vous l'avez tous vu, le président Tshisekedi y était. Et je pense que c'était un signal fort et important qui montrait à quel point nous tenons à la paix, mais aussi à quel point nous respectons l'autorité, la sagesse et le mandat du facilitateur angolais qui a été désigné par l'Union africaine. Et donc, pour nous, le processus de Luanda, il a encore lieu d'être. Il est mis à l'épreuve actuellement à cause du comportement du Rwanda. Nous allons donc attendre et voir si le Rwanda va peut-être retrouver le chemin de la raison. Mais notre position est claire. Nous voulons la paix. Nous respectons l'autorité du facilitateur angolais.
Et si le processus de Luanda devait reprendre, en nous donnant des raisons fiables, si vous voulez, d'y faire encore confiance, nous allons retourner à Luanda. Nous avons toujours insisté que la solution à ce problème, la solution diplomatique se trouverait uniquement à Luanda, pas à Zanzibar, pas je ne sais pas où. Nous avons toujours été très clairs. Le problème, c'est qu'apparemment Kigali a peur de Luanda. Mais ça les concerne eux, pas nous. La deuxième question par rapport... Exactement, Yolande. Madame la ministre d'État vient de nous le dire ici, que la RDC a toujours respecté ses engagements. Et ce n'est pas la première fois qu'on a connu cesser le feu. La RDC a toujours respecté sa parole et ses engagements, mais c'est le Rwanda, et surtout Paul Kagame, qui ne respecte rien, qui ne suit que ses instants. Et parle correctement anglais, l'a traduit, et ce message dit ceci, testament du lieutenant-colonel rwandais Jacques Nzitonda. Je m'appelle lieutenant-colonel Jacques Nzitonda. J'ai décidé de mettre fin à ma vie à cause du traitement du leader de mon armée. Qui est le leader de son armée? C'est Paul Kagame. Je n'avais pas prêté serment pour venir mourir au Congo, plutôt de servir mon pays, non pas d'être envoyé au Congo. Nous sommes en train de voir comment nos militaires rwandais sont en train de mourir sans raison. Désolé ma famille pour toutes choses. Je sais que vous aurez mal, mais je n'ai pas de choix que de partir. Il a écrit des parties, mais entre guillemets, entre parenthèses, mourir. Parce que si je rentre au Rwanda, je serai tué. Nous allons nous rencontrer à la prochaine étape. Nous nous sommes entrés dans l'armée pour combattre, non pas pour combattre les Congolais, mais plutôt pour défendre notre pays partout où il y a trouble. Ça, c'est son testament. Et c'est pour vous dire que nous, dans notre pays,